Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Eh bien, en fait, ce que je viens de vous dire là, cette lecture très martiale, en fait, des JO, est très controversée. Les historiens du sport d'aujourd'hui préfèrent plutôt y voir une sorte de sublimation d'un évitement, un moyen de conjurer justement l'affrontement et d'intégrer le conflit dans la rencontre. Ces concours donnent un sens collectif au rassemblement, que ce soit dans les villes ou les villages, dans une catégorie d'âge ou de sexe, au sein d'une cité ou à travers toutes les cités qui se reconnaissent une histoire commune, Olympie, Delphes, Corinthe, Némée. Il marque le commencement du temps commun des Grecs et l'inauguration des forces des Hellènes pour offrir leur énergie et leur sueur aux divinités. Nés officiellement de mémoire collective en 776 avant notre ère, ces fameux concours durent près de 1200 ans jusqu'en 392 quand l'empereur Théodose interdit par décret les fêtes païennes. Le christianisme est profondément hostile au spectacle et aux jeux. Tertullien, dans son œuvre sur les spectacles, rédigée au IIe siècle, décrit les auriges et les athlètes en proie aux supplices infernaux lors du jugement dernier, punis pour s'être exhibés dans une nudité honteuse et pour leurs mœurs supposées dissolues. Les jeux connectent les hommes aux divinités et sont considérés comme les signes de la présence divine dans le monde terrestre. La manifestation divine est sublimée par le rituel de la flamme sacrée qui s'élève à Olympie sur l'autel d'Hestia, la déesse du foyer, à l'endroit justement où se tient le banquet des athlètes pendant toute la durée des jeux. Le chant 23 de l'Iliade est d'ailleurs consacré à la cérémonie funéraire en l'honneur de Patrocle, le compagnon d'Achille tué par Hector. Les grands héros grecs s'y affrontent dans une série de 8 épreuves. La course de chars, la lutte, le pugilat, la course à pied, le tir à l'arc, le duel en armes, le lancer du disque et le lancer du javelot. Les Jeux d'Olympie célèbrent le temps héroïque où les hommes vivaient en compagnie des dieux, âge d'or homérique et de ses héros, histoire des Grecs et de l'athlétisme. Le héros et l'athlète par excellence, c'est Achille, au pied léger, considéré comme l'image même de la rapidité et compétence fondamentale évidemment que cultive tout sportif et qui, dit-on, est capable de rivaliser à la course avec un quadrige. L'autre grand héros, évidemment, c'est Ulysse, l'image de la puissance. Il maîtrise la lutte, le lancer du disque en champion excessivement bien entraîné. L'athlète, en grec athlon, lutte, concours, est celui qui participe à une compétition sportive. Le terme athlon, donc, désigne les concours sportifs, mais aussi l'entraînement à la guerre. L'entraînement sportif est destiné évidemment à former d'excellents guerriers. Une culture spécifique de l'athlétisme se met en place, on est au VIe siècle avant notre ère, avec la construction de gymnases et de palestres, de stades, d'hippodromes, tous liés à l'institution des grands concours panhelléniques. L'entraînement des athlètes se rationalise peu à peu, leur mode de vie devient objet de réflexion, de traités scientifiques même, et de controverses évidemment comme aujourd'hui. L'athlète représente les intérêts de sa cité. Il devient l'ambassadeur de sa ville d'origine. Même les individus d'origine modeste peuvent participer et devenir de grands champions. On a pour ça Coroïbos, par exemple, qui est le cuisinier à Élide, tandis qu'un autre est marchand de poissons. Théogénès de Thasos, issu d'une famille de notables aux faibles ressources, est le premier à professionnaliser son activité pour dégager assez d'argent dans les petits concours pour pouvoir financer sa carrière justement dans les Jeux panhelléniques. Les femmes et les esclaves en sont exclus, seuls les hommes grecs libres peuvent y participer. Les étrangers sont admis au milieu du IVe siècle avant notre ère, d'abord les Macédoniens, notamment le roi Philippe II de Macédoine, et puis les Romains. Le public a lui une véritable passion pour ces athlètes qu'il considère déjà comme des demi-dieux. En revanche, ils sont fortement critiqués par les intellectuels, les médecins, les politiques, les philosophes et même les militaires. Ils dénoncent tous un mode de vie qui nuit à la santé et ils s'agacent de constater que les athlètes forment une caste non seulement inutile et coûteuse à la société, mais en plus peu utile à la guerre parce que leur entraînement si particulier donne à leur corps une force disproportionnée,
mais à l'esprit engourdi. En gros, la tête et les jambes, ça ce serait l'idéal, mais on peut dire qu'ils ont plus les jambes que la tête. Et vous avez même un véritable mouvement antisportif qui se met en place dès le VIe siècle avant notre ère, autour du philosophe Xénophane de Colophon. La statuaire et les vases grecs exaltent l'anatomie parfaite des athlètes grecs. Effectivement, on peut tous le voir. La pratique athlétique est érigée en prototype sublimé de l'action humaine, célébrée dans la musique, la peinture et la sculpture. Les athlètes antiques ne seraient pas d'accord avec les propos attribués à tort d'ailleurs à Pierre de Coubertin. Le plus important n'est pas de gagner, mais de participer, parce que l'important dans la vie n'est pas le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu, qui est finalement une phrase de perdant. Au contraire, à Olympie, l'essentiel, c'est de gagner. L'idéal des Jeux grecs est loin, très très loin de l'esprit participatif qui nous est si cher aujourd'hui, qui cherche à escamoter justement le désir de triompher comme s'il s'agissait d'une passion honteuse. Les athlètes grecs sont habités par un esprit combatif, parfois jusqu'à la mort. Ils vouent des cultes à des abstractions personnifiées comme Nike, la victoire, représentée sous l'aspect d'une jeune femme ailée, ou Agone, l'esprit de compétition, ayant l'apparence d'un jeune homme athlétique tenant des haltères. Autre cliché qui déforme notre vision de l'olympisme antique, la honte qui accable le sportif terrassé. Cette honte d'être vaincu est à relativiser. Si elle avait été aussi forte, les agonesses auraient dû faire beaucoup de victimes, ce qui n'est absolument pas le cas. Il existe, en réalité, un immense écart entre la norme idéale, vaincre ou mourir, et la réalité. L'athlète est finalement libre de choisir de ne pas concourir, tout simplement comme le montre le nombre important de victoires par défaut, les aconiti, sans poussière. Les athlètes qui sont vaincus dans les épreuves finales se consolent avec des compensations ou des dignités secondaires, un peu comme nos médailles d'argent ou de bronze. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.